3 invités avec nous pour décrypter chaque soir les mouvements de la planète marché. François Collet nous accompagne, gérant obligataire chez DNCA Investments. Bonsoir François. Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci à Adrien Dumas de nous accompagner également. Bonsoir Adrien, vous êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion, et Benoît Vesco qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes directeur des investissements de Mescart Asset Management. Je le disais en introduction, Mescart AM qui est une des sociétés de gestion qui a voté contre cette résolution sur la stratégie climat de Total à l'occasion de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui se tenait aujourd'hui. Une résolution qui n'était que consultative, mais qui était peut-être la résolution la plus importante à l'occasion de cette Assemblée Générale. Il y avait aussi Ophi Asset Management, la Banque Postale Asset Management, qui, en amont de l'AG, s'était prononcée contre la résolution en tant que telle. Des sociétés de gestion évidemment tout à fait respectables et responsables. Première question, est-ce que vous êtes déçu par le résultat du vote, puisque la résolution est adoptée à près de 92% des suffrages exprimés? Et puis, pourquoi est-ce que vous avez choisi de voter contre? Oui, il n'y a pas de déception sur le vote, et on ne cherchait pas, il n'y a pas d'objectif de vote. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une stratégie, une visibilité à long terme en tant qu'investisseur sur ce que va faire Total et le secteur pétrolier de manière générale face à ces enjeux climatiques. Il est clair que le business model de ce secteur, il est complètement challengé et qu'il va falloir le revoir. Et vous espériez pas quand même qu'il y ait justement, dans le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui, vous espériez pas qu'il y ait peut-être un peu plus de, je sais pas, de courage actionnarial, si je me place de votre côté, d'une certaine manière, Benoît, pour poser la question un peu plus durement, d'une certaine manière. Non, ce qu'il faut saluer, et là on va regarder le côté positif, ce qu'il faut saluer du côté de Total, c'est justement ce volontariat. Il y a un an, quand on se replace un peu en arrière, il y a un an sur l'AG précédente, on avait dû déposer une résolution externe pour avoir une visibilité sur cette stratégie climat. Cette année, c'est bien Total qui prend le sujet en main, et on voit bien les débats au moment de l'AG qui ont essentiellement tourné sur ce sujet. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience, il y a des investissements qui sont faits, on salue clairement ce mouvement-là, il va dans le sens de ce qu'on veut voir dans cette stratégie de long terme qui doit évoluer. Donc ça, c'est le côté tout à fait positif et qui nous va bien, et là-dessus, pas de souci. Après, pourquoi on vote contre? Confère par exemple l'Agence internationale de l'énergie, qui elle est clairement une spécialiste du secteur et qui dit il faut arrêter d'investir dans des projets d'exploration d'énergie fossile. Elle est claire et c'est très direct. Alors nous, ce qu'on demande juste à Total, il y a 2 points essentiels, c'est d'aller plus vite, effectivement. L'essentiel des investissements actuellement se font toujours dans les énergies fossiles, mais il faut aller probablement plus vite. Les spécialistes nous le disent, donc il faut les entendre. Et deuxièmement, on salue ce dépôt de résolution de la part de Total, et on lui demande de poursuivre cette initiative et régulièrement, pas forcément tous les ans, mais tous les 2 ou 3 ans, de nous tenir au courant sur l'évolution de cette stratégie climat qui est essentielle. C'est-à-dire qu'on parle de 2030-2050, c'est demain quand on parle d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut dès maintenant mettre en place ces stratégies-là. Aller plus vite, ça veut dire quoi du point de vue de Total? Enfin, vous avez l'impression qu'ils ne vont pas assez vite dans les CAPEX, les investissements qu'ils vont déployer à destination du renouvelable. J'ai en tête le chiffre de 3 milliards par an. Oui, alors quand même. À l'inverse, c'est à peu près 80% des investissements qui sont toujours dans les énergies fossiles. Donc il y a un vrai challenge. Et un vrai... Parce qu'on va continuer d'en avoir besoin quand même, Benoît. Alors on va en avoir besoin, bien sûr, mais regardez l'Agence internationale de l'énergie. Elle vous dit il faut arrêter et il faut investir sur de nouvelles énergies, les énergies renouvelables, parce qu'elles ne se mettront pas en place, elles ne seront pas effectives si on n'investit pas dès maintenant pour être en rendez-vous de 2030 ou 2050. Donc il y a des vrais challenges et on comprend qu'ils ne sont pas simples à mettre en place, parce que investir, c'est des coûts, ça demande peut-être potentiellement, c'est des risques de baisse de rentabilité. Comment vous gérez cette rentabilité à court terme pour avoir une stratégie de visibilité à long terme? C'est jamais simple. Mais on voit bien que la pression est forte et que ces entreprises, ce secteur en particulier, doit se réinventer fondamentalement. Bon, il n'a pas mâché ses mots, Patrick Pouyanné. Enfin, pour ceux qui le connaissent, ça n'étonnera personne. C'est un bulldozer, mais il a commenté le résultat du vote, évidemment, et il dit c'est la meilleure réponse Alors, il attaque les commentateurs. C'est la meilleure réponse aux commentateurs qui prédisaient ou qui espéraient donner la part belle. Et c'est là où on en vient à vous, à ceux qui se comportent, dit-il, plus comme des activistes que comme des actionnaires. C'est dur comme nous, on est des actionnaires de long terme, et on a besoin de visibilité sur la stratégie de long terme de l'entreprise, tout simplement. Et on ne pense pas que l'Agence internationale de l'énergie soit activiste. Je pense que ce n'est pas le sujet. Je pense qu'il y a des spécialistes qui analysent le secteur et qui connaissent très bien et qui mettent clairement les enjeux sur la table. Bon, il faut les écouter
Et on est dans le dialogue. Au contraire, on salue l'avancée qui est claire sur un an de Total. Il y a un vrai changement de paradigme, il y a des vrais investissements. On pense qu'il faut qu'ils poursuivent. Et c'est ça le sujet. Et on a besoin, en tant qu'investisseurs, mais pas que nous, d'avoir une visibilité sur le long terme dans un secteur qui doit complètement évoluer. C'est tout. Bon, l'Agence internationale de l'énergie, on va en parler avec le rapport qui a été publié il y a 10 jours. C'est juste pour replacer, c'est une société d'experts qui a été créée à l'époque pour éclairer les choix stratégiques, énergétiques des pays de l'OCDE. Mais ce qui s'est passé chez Total aujourd'hui, il faut le replacer aussi dans le contexte des derniers jours. Adrien, la décision de justice aux Pays-Bas contre Shell, des activistes qui obtiennent 2 sièges au conseil d'administration d'Exxon aux États-Unis, chez Chevron, des actionnaires qui arrivent à faire passer une résolution sur les questions climatiques contre l'avis de la direction et du management. Ça bouge très très vite là. Oui, je pense que ce rapport international de l'énergie, il a accéléré la prise de conscience du sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, résumer en grande partie l'enjeu pour tous les producteurs d'énergie, il faut aujourd'hui arrêter d'investir dans les nouveaux investissements pour les solutions fossiles. C'est effectivement quelque chose d'assez simple à comprendre et qui permet effectivement de bien poser le sujet. Donc effectivement, les actionnaires se sont, je pense, bien réveillés en disant effectivement, si la ligne de conduite est celle-là et si on veut vraiment atteindre les objectifs de contraindre le réchauffement climatique à 1,5 degré, il va falloir agir rapidement. Et donc effectivement, on voit effectivement là en 3 jours des actions assez importantes, notamment aux États-Unis. Pourquoi ça se bouscule quand on est expert ou analyse de ces sujets-là, qu'est-ce qui a changé ces derniers mois pour que l'AIE en vienne à dire aujourd'hui, effectivement, stop à tous les nouveaux projets d'exploration dans les hydrocarbures. Le niveau d'émissions de 2019, ça doit être un plafond de verre absolu. Il ne disait pas ça il y a 6 mois ou il y a 9 mois, il dit ça aujourd'hui. Il y a déjà un alignement des planètes sur le contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que l'Agence internationale de l'énergie sent qu'il y a bien un terreau fertile pour que sa parole soit portée, soit entendue et que d'un point de vue politique, elle soit poussée. L'élection de Joe Biden n'est certainement pas étrangère. La prise de conscience de tous les organismes supranationaux, qu'ils soient politiques ou pas, sur ces sujets, permettent, je pense, effectivement, de bien le mettre en avant et de soutenir ce scénario comme étant quelque chose à prendre en compte dans toutes les politiques d'investissement à venir. Et puis, on est dans une période de relance fiscale et budgétaire, et donc mettre ces sujets au cœur de la relance, c'est aussi une façon de le crédibiliser. Donc voilà, l'alignement de planète est là, c'est un sujet clé, il faut prendre des décisions dès aujourd'hui, et donc les actionnaires aussi se manifestent, aussi parce que derrière ces actionnaires, que ce soit les fonds de pension, notamment aux États-Unis, les épargnants, demandent aussi à ces asset managers de prendre leurs responsabilités. Donc il y a un vrai alignement pour que tout ça se fourmille et tout ça se mette en place. Et j'insiste, je pense qu'aux États-Unis, on les a toujours regardés un peu de haut en disant qu'ils étaient en retard sur ces sujets, que les sujets extra-financiers n'étaient certainement pas quelque chose sur lesquels ils étaient à la pointe. Voilà, on a la réaction aux 2 assemblées générales des 2 plus grands INP américaines, avec un activiste qui prend 50 millions d'euros d'exposition, de dollars d'exposition à Exxon, et qui arrive à bousculer le conseil d'administration en faisant élire 2 administrateurs, plutôt des grands spécialistes des sujets de transition écologique et énergétique, et ça va certainement accélérer la stratégie d'Exxon. Avec 50 millions, ils ont pris 2 sièges au conseil. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à convaincre autour d'eux. Ouais, j'entends bien. Et surtout avec 2 profils dont c'est intéressant, une Suédoise qui s'appelle Kaisa Itala, qui travaille chez Neste Oil, donc un ancien opérateur pétrolier finlandais, qui est un des très bons exemples d'entreprise qui a réussi complètement à basculer sa transition, puisqu'aujourd'hui ils font 90% de leurs résultats dans la production de diesel renouvelable. Donc voilà, ils sont allés chercher des bons profils, ça a convaincu, et on arrive à ce qu'ils soient au bord d'Exxon. Et ça veut dire que cette contrainte-là, elle va s'imposer aussi pour des pétroliers américains qui n'ont pas forcément tout à fait les mêmes contraintes, en tout cas qui ne baignaient pas jusqu'à présent dans le même environnement politique que nous en Europe, où on affiche cette volonté de leadership sur les questions de net zéro et sur les questions climatiques. Ça, c'est la vraie question, c'est qu'ils vont être 2 dans un board de 12, donc on va voir quel niveau d'influence ils arrivent à avoir et à faire progresser le board d'Exxon sur ces sujets. Ce qui est sûr, c'est que j'insiste, l'alignement politique est là. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a quand même quelqu'un à la tête aujourd'hui du pays qui a bien compris que c'était la priorité, que ça devrait permettre aux États-Unis de reprendre le leadership sur un sujet qui va devenir un sujet de maîtrise technologique. C'est maintenant que se joue en fait la domination technologique, peut-être des 30 à 40 prochaines années, sur ces nouvelles industries. Donc les États-Unis l'ont compris, on l'a bien vu dans le plan infrastructure, qui fait la part belle à la relocalisation et la nécessité de redévelopper des savoir-faire sur tous ces sujets-là. Donc voilà, je pense que oui, c'est le bon moment, et on va devant
effectivement de nombreux exemples d'activisme ou en tout cas de prise de position sur ces sujets. Restons encore un peu sur ce sujet-là, mais François, vous êtes gérant obligataire, on va parler de l'inflation conjoncturelle du moment, mais un des grands arguments pour ceux qui défendent l'idée qu'on aura à terme, sur du long terme, plus d'inflation, que le régime d'inflation va changer, c'est l'argument de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on est en train de comprendre le coût que ça représente à court terme, c'est des horizons 5-10 ans effectivement qui sont devant nous, et que cette transition énergétique, elle va se refléter dans un régime d'inflation qui sera peut-être différent de ce qu'on a connu les décennies précédentes. Comment vous évaluez cet argument, François ? Ouais, je le partage. C'est certain qu'on a quelques arguments qui sont structurels pour voir une inflation au cours de la prochaine décennie plus importante. Celui-ci fait partie des 3-4 gros arguments qu'on peut mettre en avant. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même réfléchir à la façon. Il est indéniable que ce sera un coût. La question, c'est qui est-ce qui va le supporter ? Est-ce que c'est le consommateur ou est-ce que c'est le contribuable ? Puisque ça peut tout à fait passer par des subventions aux énergies renouvelables, avec un système de bonus-malus finalement qui font que on subventionne les énergies renouvelables, on en fait baisser le coût, et donc finalement on les rend plus compétitives contre les énergies fossiles. Ouais. Et donc finalement ce sera dans ce cas de figure le contribuable et non le consommateur qui paiera. Et sachant qu'on est en plus dans un environnement politique qui est je dirais assez laxiste au niveau du déficit public, on a plutôt l'impression qu'on cherche à trouver des idées d'investissement pour augmenter la dépense publique. Il ne me paraît pas du tout inenvisageable que le contribuable en paye une bonne partie. Ouais. Oui, enfin, il y a aussi quand même des éléments, parce que l'énergie renouvelable à la sortie, mais enfin, l'AIE nous dit les métaux qui sont nécessaires à la transition énergétique, la demande va exploser. C'est x7 horizon 2030. Le cuivre, une mine de cuivre, c'est 7-8 ans pour ouvrir une nouvelle mine de cuivre. Là, forcément, il y a un coût immédiat qui va forcément se retrouver à un moment dans les prix, quelque part, dans l'automobile, j'en sais rien, tout ce qui a besoin de cuivre aujourd'hui pour aller vers l'électricité. Oui, bon, on le voit déjà. Hein. Le prix de la tonne de cuivre a beaucoup augmenté, d'autant plus que le principal producteur étant le Chili, et on a une situation là-bas situation sociale là-bas qui est assez dégradée, avec des grèves très importantes dans les principales mines de cuivre. Donc on a une augmentation du prix du cuivre qui se ressent sur une bonne partie de la chaîne de production. Et effectivement, on commence les chiffres d'inflation qu'on citait tout à l'heure aux États-Unis incorporent déjà ces goulots étranglements qu'on a sur certaines matières premières. Je voulais qu'on revienne aussi sur le risque légal, parce qu'on l'a dit d'un mot, mais c'était quand même la grande nouvelle de la semaine, pour rester sur la thématique climat, avec Shell condamné par un tribunal néerlandais pour son inaction, son manque d'ambition, notamment en matière de réduction de gaz à effet de serre et de stratégie climat. Alors, il n'y a pas de pénalité financière à ce stade, mais c'est quand même un avertissement majeur. C'est le risque ultime qui avait été identifié par Mark Carney, quand il nous parlait de la tragédie des horizons, les risques financiers liés à la crise climatique, il y a le risque physique des catastrophes naturelles, il y a le risque de la transition avec les actifs échoués, les stranded assets, comme on dit en anglais, et le risque ultime, c'est le risque juridique qui est en train d'arriver et d'éclater au grand jour. Comment vous avez reçu cette nouvelle, Benoît, et est-ce que c'est quand même un sujet qui peut façonner beaucoup de choses différemment demain quand même? Oui, c'est une série d'avertissements à différents niveaux qui sont très forts pour ces industries. Qui vont très vite. Évidemment, il est compliqué à mesurer parce que c'est une alerte d'abord, mais ils vont dans le sens, et ce qu'on disait nous justement à l'AG, ils vont dans le sens d'une accélération d'investissement pour aller au plus vite face à cette transition. On a des réglementations, notamment en Europe, qui sont en train de se durcir, de se complexifier sur ces sujets-là, aussi bien du côté des entreprises que du côté des investisseurs, où on nous demande de plus en plus de tracer nos investissements, de reporter sur ces sujets-là. Donc on voit bien qu'il y a une direction vers laquelle tout le monde doit aller, alors qui est la bonne, à notre sens, sur laquelle il faut de toute façon avancer, parce qu'on a des enjeux climatiques
et sur lesquels on ne peut pas attendre. Mais voilà, qui va aller le plus vite? Évidemment, si c'est le côté juridique qui va le plus vite, ça devient un problème. Ouais. Donc il faut aussi bien côté investisseur que côté entreprise aller vite. Il faut aussi regarder ça comme une opportunité. C'est une thématique de croissance pour les années à venir qui est extrêmement puissante selon nous. Ça va mener, on parlait tout à l'heure de matières premières, mais ça va amener des innovations majeures avec des pépinières d'entreprises, des pépites d'entreprises qui vont arriver avec des solutions. Et c'est ça aussi le sujet qu'on doit travailler. C'est-à-dire qu'il faut le regarder évidemment côté risque, mais il faut aussi le regarder côté opportunité. Et là, il y a un vrai sujet de thématique croissance pour les années à venir. Sur le risque légal autour du climat, qu'est-ce que vous inspire la décision du tribunal de l'Haye? Et puis, si je me mets à la place de Patrick Pouyanné, lui, il doit se dire, mais attendez, moi, mon risque juridique, il est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je commence à délirer dans mes objectifs et à afficher n'importe quoi parce qu'il faut afficher quelque chose qui soit cohérent et consistant avec ce que le politique me demande aujourd'hui, qui me dit que dans 2-3 ans, on ne va pas venir me demander des comptes en disant, mais attendez, vous n'êtes pas au rendez-vous des objectifs, là, il va falloir payer, vous allez être jugé pour ça. Oui, je suis d'accord, c'est un peu une boîte de Pandore qui s'ouvre et on ne sait pas trop effectivement comment le calibrer. La remarque qui est faite, c'est de dire vous êtes sur un rythme de moins 20% à horizon 2030 et nous, d'après le scénario de l'AIE, il faudrait plutôt que vous soyez autour de moins 45. Bon, déjà, comment le quantifier, comment le matérialiser et comment, l'entreprise peut crédibiliser une annonce autour de ce scénario, c'est déjà difficile à mesurer. Donc, effectivement, on ouvre effectivement un sujet qui me semble très large. Et puis surtout, là, pour l'instant, on s'attaque au sujet de la production d'énergie et des fossiles. Mais le sujet des émissions de CO2, on le sait tous, il est transverse à beaucoup de secteurs, beaucoup d'industries. Et donc, aller challenger toutes ces industries-là, tous ces secteurs qui vont quand même avoir besoin, certes, de réfléchir à leur stratégie, mais quand même aussi besoin de leur cash flow existant pour financer cette transition. On ne pourra pas réussir la transition écologique sans les cash flows de Total, sans les cash flows de Shell. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pénalité financière aussi, je pense. C'est que c'est un avertissement et que l'objectif n'est pas financièrement à ce stade de pénaliser l'entreprise. Mais oui, ça ouvre une boîte de Pandore assez importante. Alors après, on sait que les Pays-Bas sont souvent en avance sur ce type de prise de position. Ils vivent en partie sous l'eau, oui. Quand même. Mais oui, non, mais ça joue un peu. Mais oui, c'est un sujet intéressant. Et est-ce que vous voyez, sur le plan très pragmatique, est-ce qu'il y a un risque, et c'était une discussion qu'on avait cette semaine avec un de vos confrères, le risque de reproduire avec le secteur énergétique européen ce qu'on a fait avec le secteur bancaire? Très bien, on a des banques super capitalisées, surcapitalisées, les mieux capitalisées au monde aujourd'hui, sauf qu'on est devenus des nains. Et qu'aujourd'hui, pour faire un gros deal M&A en Europe ou en France, on fait appel aux banques américaines, on ne fait plus appel aux banques françaises. Vous connaissez le dicton, les États-Unis innovent, les Chinois copient et les Européens réglementent. Donc c'est pas nouveau, et c'est quelque chose qui est assez constaté effectivement dans beaucoup d'industries. Donc oui, effectivement, faisons attention à ne pas encore pénaliser nos savoir-faire et nos industries et nos entreprises en voulant aller peut-être un peu trop vite et effectivement n'ayant pas en ligne de mire la compétition internationale qui va être effectivement aussi très importante sur ce sujet-là. C'est un vrai risque. C'est un risque qu'on est capable de ne pas reproduire les erreurs du passé en Europe. Alors, il faut l'espérer. Vous avez raison, c'est un risque. Je pense qu'aussi c'est notre rôle d'investisseur d'être le plus attentif à ces enjeux d'évolution et de dialoguer régulièrement avec les entreprises pour discuter de ces sujets-là régulièrement et les rendre aussi attentifs et s'assurer de leur évolution et de leurs investissements. Je pense que là, il y a du dialogue qui peut se mettre en place naturellement entre entreprises et investisseurs et que là, les enjeux sont communs. L'évolution, elle doit se faire rapidement. Évidemment, si elle ne se fait pas suffisamment rapidement, le risque, il sera réglementaire. Et là, ce serait pire que tout. Bon, venons-en au sujet de l'inflation, François. Je voulais quand même... ce qui est impressionnant, c'est que le 10 ans américain baisse aujourd'hui. On était à 1,61 en début d'après-midi, avant la publication de l'inflation d'avril. On est à 1,59 ce soir au moment où on se parle. Bon, évidemment, c'est des micro-mouvements, mais quand même, sur un chiffre d'inflation, alors il y a toujours 1000 manières de lire l'inflation qui a été publiée là, pour le mois d'avril aux États-Unis. Déjà, ce n'est pas l'indice CPI que le marché regarde beaucoup, c'est l'indicateur dont on nous dit qu'il est l'indicateur privilégié par la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation des Américains. Sur un mois, le corps PCE, c'est plus 0,7%. Je disais, il faut remonter sur 40 ans, c'est arrivé 2 fois dans l'histoire, en novembre 2001 et en août 1983. Bon, quand même un chiffre très fort, le marché obligataire ne bronche pas. Non, effectivement. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que le chiffre de
PCE, comme on l'appelle aux États-Unis, est le deuxième chiffre qui est publié dans le mois. Donc on a eu déjà le CPI il y a 15 jours. Ce CPI montrait en glissement mensuel 0,9% sur le CPI Core, le plus haut depuis 1982. Donc finalement, c'est pas une vraie surprise. Le marché était prévenu que l'inflation allait augmenter très fortement. C'est vrai que quand on regarde les statistiques économiques sont très difficiles à lire depuis maintenant un an. Quand on le regarde en glissement annuel sur cette inflation sous-jacente, on est à 3%. Mais il y a un an, on était légèrement en dessous de 1%, ce qui veut dire que sur 2 ans, on est à 2% par an, exactement l'anticipation de la Fed. Le marché obligataire a déjà intégré ces chiffres d'inflation du mois d'avril plus forts. Il y a aussi des petits phénomènes techniques. Lundi sera un jour férié aux États-Unis, le Memorial Day. Donc on est sur le dernier jour du mois. Le dernier jour du mois, il y a toujours une extension sur les indices obligataires qui font que les fonds passifs sont obligés de racheter des titres du Trésor américain. Donc voilà, la conjonction de ces éléments fait que oui, le marché obligataire se tient bien aujourd'hui malgré ces forts chiffres d'inflation. Mais vous avez raison de rappeler le CPI parce que en fait, les taux américains arrêtent de monter et baissent depuis la publication du CPI. On a dû avoir un petit pic à 1,70 là mi-mai et puis on est retombé jusqu'à 1,55 et vous dites ça y est, le marché d'une certaine manière, la bosse conjoncturelle d'inflation, elle a parfaitement été pricée, intégrée par le marché obligataire. Effectivement, la Fed a réussi à convaincre le marché obligataire que l'inflation serait transitoire. Je pense que le débat n'est pas encore tranché, mais elle a réussi à convaincre la plupart des opérateurs de marché qu'elle aurait raison. Il y a un an, la question était de savoir si la crise serait déflationniste ou inflationniste. Je crois que le débat est plus là aujourd'hui. On sait qu'on penche du côté inflationniste. La question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est transitoire ou est-ce que c'est pérenne ? Le marché est encore du côté de la Fed. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on risque de voir encore quelques mois avec des surprises positives sur l'inflation. Ouais. Le mois de mai, on devrait voir une inflation aux États-Unis proche de 5%, et qui devrait culminer entre le mois de mai et le mois de juin autour de 5%. Ce sera un petit peu plus loin en Europe, et puis avec une mesure un peu plus faible. On devrait s'approcher des 3% au cours du quatrième trimestre en Europe. Néanmoins, le marché achète ce côté transitoire. Et puis, vous avez en attendant des taux monétaires qui sont à 0 aux États-Unis, à moins 0,5 en zone euro, et ça joue un peu comme un aimant. C'est vrai qu'entre avoir son cash à 0 et du cash, il y en a énormément, ou pouvoir le placer à 1,5, 1,6, vous êtes toujours attiré par aller chercher un petit peu de rendement. Et êtes-vous confortable avec le pricing de marché ? C'est-à-dire, déjà, 5% d'inflation mai-juin, donc on sera vraiment au pic de la bosse d'inflation. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez en tête pour la suite ? À quelle vitesse et jusqu'où ça peut redescendre ensuite si ça doit être une bosse d'une certaine manière, François ? Alors ensuite, aux États-Unis, on s'attend à un retour vers 3% en fin d'année sur l'inflation. Et sur l'année prochaine, on devrait se situer entre 2,5 et 3%. Donc votre idée, c'est quand même que le débat sur la surinflation ou l'hyperinflation, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, il va très vite retomber. Il va vite retomber, oui. Ces 10 dernières années, on a vu les banques centrales ont un objectif d'inflation en gros à 2, à quelques petits écarts près, mais en gros à 2. Ces 10 dernières années, elles ont fait entre 1 et 2% d'inflation. Tous les facteurs structurels qui vont pousser l'inflation à la hausse désormais sont bien présents. Donc nous, on anticipe que les banques centrales, en tout cas que l'inflation va être au-dessus de l'objectif des banques centrales, mais elles ont les moyens, les outils, néanmoins, de ne pas laisser déraper cette inflation n'importe où. Donc c'est pour ça que nous, on anticipe un niveau d'inflation entre 2 et 3%. Si on devait aller bien au-delà, ça viendrait porter atteinte à la crédibilité de ces banques centrales. Elles ont mis énormément de temps à réussir à asseoir cette crédibilité. Je pense que c'est leur actif le plus cher, leur crédibilité, et qu'elles feront tout pour la garder. Et donc, si on suit votre idée, avec la position de la Fed aujourd'hui, ils ne font pas d'erreur pour l'instant, ils sont crédibles, et
Et deux, il n'y a pas de raison que le tapering, au moment où il sera signalé, est-ce que ce sera en juin ou plus tard, on peut en débattre, mais au moment où le tapering sera signalé, il n'y a pas de raison que ça effraie le marché. Non, on est dans une situation qui est assez différente de celle de 2013, où on a vu également un tapering, et on parlait à l'époque du taper tantrum. Je pense que cette année, on aura le tapering en deuxième partie d'année, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu le tantrum pendant le premier trimestre, en fait. Donc le marché a déjà anticipé. C'est le rôle du marché d'anticiper les choses. Il a anticipé ce tapering. La Fed est très téléguidée, elle a bien conscience de l'impact qu'elle a sur les marchés financiers, elle veut tout faire pour éviter une catastrophe sur les marchés qui se répercute sur l'économie et donc qui la pousse elle-même à faire machine arrière. Donc elle y va très très progressivement, on l'a vu dans les minutes de la Fed du mois d'avril, ils commencent à parler du fait qu'ils vont réfléchir, à parler du fait d'y réfléchir. On dérive. Exactement. C'est très téléguidé. On arrivera un tapering fin d'année 2000 qui va commencer en fin d'année 2021, début d'année 2022. Le timing est précis et difficile à estimer, sans doute pour eux également. Mais on est sur un langage téléguidé. Ils veulent surtout que les marchés aient anticipé les choses à l'avance. Et je pense qu'effectivement, ils sont assez clairs dans leur communication aujourd'hui. Bon. Sur l'inflation, Benoît, et sur la stratégie des banques centrales et de la Fed en premier lieu, est-ce que vous êtes rassuré, inquiet ? On sent quand même que la Fed semble peut-être un peu plus crédible qu'il y a quelques mois, quand le marché obligataire s'excitait un peu, jusqu'à février-mars. Et est-ce que même l'idée de l'inflation est un peu refroidie aujourd'hui ? On voit les matières premières qui se calment un peu. On a bien ce scénario de goulot d'étranglement qui fait surréagir l'inflation à court terme, qui est lié à cette réouverture graduelle de l'économie et l'offre et la demande qui ne se rencontrent pas parfaitement tout de suite. Donc ça, c'est pour nous un épisode passager. Alors, on rentre quand même dans un monde inflationniste. Je pense que les banques centrales, elles ont fait leur choix entre un monde déflationniste et un monde inflationniste. Elles ont choisi leur camp. Le monde déflationniste, on l'a vécu ces 10-15 dernières années. La Fed a choisi son camp. La BCE aussi. La BCE, on peut revenir en arrière. De 2013, c'était le taper tantrum et la Fed l'a bien en tête et elle va préparer le marché, c'est clair. La BCE, elle a en tête 2011 et la hausse des taux un peu rapide de l'inflation suite au redémarrage de la croissance après la crise 2008 et qui avait été au final une erreur. Donc là aussi, je pense que le débat, il est clair à la BCE et on va pas surréagir. Et du côté des autorités et des gouvernements, là aussi, pas de politique budgétaire restrictive, on relance à tout prix. Donc on rentre dans un monde inflationniste, c'est vrai, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. En fait, c'est peut-être une économie qui fonctionne à nouveau de manière plus saine que dans une économie déflationniste. À court terme, on a un effet un peu transitoire, et puis les choses vont se normaliser. Et effectivement, l'inflation pourra repartir, mais si elle repart, ça sera dans quelques années. On a un peu de temps. Un monde inflationniste avec une inflation qui dérape, c'est un cycle de croissance économique qui arrive à son terme, une fin de cycle économique, on n'y est pas encore. Même si on peut imaginer un cycle peut-être beaucoup plus rapide que les précédents. Oui, on peut, mais on n'est pas encore en fin de cycle. Ouais. Et donc, à ce stade, sur la partie action, vous restez... l'ambiance, l'environnement reste favorable, constructif. Ça justifie même peut-être de garder des positions sur, les dossiers value, les dossiers qui sont plutôt qui réagissent positivement à l'inflation. Ça reste pour vous Alors oui, c'est évident. Sur le marché action, on a une hausse qui est très sympathique depuis le début de l'année. Le CAC 40 qui caracole en tête à plus de 16% comme ça affamé, c'est très impressionnant. Ça incite quand même à la prudence à court terme. On ne va pas tenir le rythme, on le sait, on s'en doute. Donc il ne faut pas croire que les marchés vont poursuivre comme ça. Donc il faut être un peu plus mesuré. Et on va passer probablement d'un marché qui jouait des thèmes, grosse value, suivant l'épisode sanitaire dans lequel on était, à un marché qui va regarder plutôt les résultats des entreprises un par un, et qui va trancher et qui va faire ses choix. Et là, ça demande un peu plus de sélectivité dans les portefeuilles, plus diversifié probablement, et tant mieux, mais un peu plus sélectif. On voit que le mois de mai a été un peu plus brouillon d'ailleurs en termes de lecture sectorielle ou de style. Oui, exactement. Et puis avec peut-être par moment des catalyseurs qui amèneront des petits retracements sur les marchés actions. Ce qui n'aurait rien d'inquiétant et ce qui ne remettrait pas en cause une tendance globalement haussière sur les marchés actions.
Bon, sur l'inflation, je ne sais pas ce que vous voulez ajouter, Adrien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Oui, comme le débat toujours, se calme un peu, quoi. Le marché obligataire et le marché oui. actions sont vraiment bien corrélés. Le CPI est sorti mi-mai. Depuis, on a plutôt effectivement un marché qui est moins pro-secteur cyclique, moins pro-secteur financier. Et effectivement, un retour plutôt plus équilibré entre la croissance, les cycliques et les défensives. Et donc, je suis d'accord, un retour plutôt de la sélectivité qui est agréable pour plutôt des stock pickers. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même encore sur des dossiers spécifiques, Airbus par exemple, on voit quand même que l'annonce de la remontée des cadences sur la 320 notamment, qui est un programme vedette, il y a encore des nouvelles qui peuvent surprendre le marché positivement. C'est-à-dire que même si on est à près de 6005 sur le CAC, que tout a quasiment rattrapé, que la croissance tient bien, on pourrait avoir un peu le sentiment de vertige. Non, sur des dossiers spécifiques, il y a encore des nouvelles qui ne sont pas totalement intégrées par les investisseurs. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de secteurs où on ne mesure pas encore toutes les conséquences en fait, de la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Et le transport aérien est toujours un secteur sur lequel on se pose quelques questions sur le retour ou pas à quelque chose de normal, à un trafic aérien en croissance de 4-5% par an. Quelle part du tourisme à revenir? Est-ce que la transition écologique va avoir un impact sur les cours courriers, par exemple? Donc, tous ces débats-là, oui, ils sont toujours présents et ils impactent un peu la valorisation de ces secteurs. Et toute bonne nouvelle ou toute nouvelle qui tendrait à revalider un retour à la normale, effectivement, est plutôt saluée. Dans le cas d'Airbus, il y a un peu ça. Il y a aussi pas mal d'éléments spécifiques dans la mesure où, effectivement, cette gamme A320, déjà, c'est nettement la plus rentable de la gamme d'Airbus. Deuxièmement, elle bénéficie quand même d'éléments structurels importants. Le premier, c'est que c'est du monocouloir. C'est vraiment le format qui est de plus en plus apprécié par les compagnies aériennes. La gamme d'Airbus est en face de la gamme de Boeing qui a subi quelques petits problèmes. Vous vous rappelez tous les déboires sur le 737 MAX notamment. Donc, qui est plutôt une gamme qui est en train de gagner des parts de marché à l'international avec en plus un produit chinois qui visiblement ne rencontre pas son marché. Et puis, ce qu'on entend de la part des compagnies aériennes, c'est que cette nouvelle gamme, elle consomme vraiment moins de kérosène et donc elle est beaucoup plus rentable pour les compagnies aériennes. Donc, il y a un sous-jacent structurel important pour cette gamme-là. Et donc, la revue en hausse des cadences, alors, elle était quand même attendue. On sait très bien qu'Airbus communique très en amont pour que toute la chaîne de fournisseurs puisse s'adapter, puisse recruter, parce que passer de 45 avions à 64 avions dans 18 mois, ça demande de gros investissements pour beaucoup de fournisseurs. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, mais qui est, moi je pense, quand même très spécifique à Airbus. Ouais, et au programme A320 qui a beaucoup de qualité pour des compagnies aériennes qui retrouveront peut-être pas tous leurs clients dans les prochaines années, mais qui peuvent se pencher vers le patron d'IATA, par exemple, il a rien compris du coup de ce point de vue-là. Non, mais s'il a réagi, je sais pas pourquoi on l'a interrogé. Willie Walsh, c'était l'ancien patron de IAG, British Airways. Il dit, je pense pas qu'il y aura un besoin pour tout ce que Airbus va produire. Il dit, de toute façon, leur métier c'est de vendre et donc ils essayent de vendre au maximum, mais ils n'y arriveront pas. Mais il ne comprend pas que c'est spécifique à l'intérêt du programme A320. Oui, tout à fait. C'est pas un signal. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je l'interprète. Et ce niveau de confiance d'Airbus, j'insiste, il est très important pour toute la chaîne de valeur. On parlait tout à l'heure de goulot d'étranglement. C'est un vrai gros sujet. On se rappelle quand même qu'en 2006, les montées en cadence chez Airbus avaient causé beaucoup de problèmes. Donc là, ils veulent s'éviter ça, avoir une vraie visibilité avec quelques fournisseurs qui ont quand même aussi des bilans assez tendus. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils étaient là pour les aider s'ils avaient besoin. Donc voilà, c'est redonner de la confiance et effectivement un programme très spécifique qui est en gain de part de marché. Je ne pense pas qu'il faut effectivement l'extrapoler à un retour à la normale, on va dire, complète du secteur aéronautique. Les secteurs où vous avez envie de prendre un peu de risque aujourd'hui, Benoît, tout ce qui est lié à la réouverture, loisirs, tourisme, aérien. Alors ils ne sont pas simples à prendre un portefeuille et on est surpris par ces bonnes nouvelles, mais ça montre fondamentalement qu'on peut être surpris favorablement par la vigueur de cette reprise économique. On vit des plans de relance d'une ampleur inédite et donc quelles vont en être les conséquences? Potentiellement, elles peuvent être très fortes sur la croissance, avec un réservoir de consommation qui ne s'est pas encore totalement exprimé, loin de là. L'économie, elle n'est pas totalement réouverte. Donc, il faut être attentif à cette surprise par le haut, si je puis dire, d'une économie qui, en fait, redémarre et est beaucoup plus vigoureuse que ce qu'on imagine, nous, de manière un peu classique, en comparant avec d'autres périodes de reprise. On sous-estime toujours les phases de reprise et encore plus quand ce sont des phases de reprise extraordinaires comme celle-là. Ce sera vrai pour l'Europe aussi, François? C'est vrai que là, on a vu des petites révisions en baisse des PIB premier trimestre. Bon,
Je sais que ça ne change pas grand-chose à la toile de fond, mais quand même, alors qu'on avait l'impression que tous les chiffres là, du passé récent étaient révisés en hausse à l'occasion des estimations finales, là, et notamment le PIB français, c'est une révision assez forte. Oui, c'est une révision assez forte, mais on a eu une année 2020 qui a été révisée à la hausse. Je ne pense pas que ça change la trajectoire de croissance pour l'année 2021. Les prévisions de Bercy sont même, j'aurais tendance à dire, plutôt conservatrices, à 5% de croissance. On a, avec la réouverture de l'économie, ce qui est réinjecté encore en termes de dépenses budgétaires, la consommation américaine qui va également tirer la croissance mondiale. On est à notre avis, sur une trajectoire assez forte. Après, oui, ce cycle est surprenant. Il est très différent de tous les autres cycles. Je pense qu'on a eu une récession très différente de toutes les autres récessions, bien plus rapide, bien plus forte. La reprise est bien plus rapide, bien plus forte. Elle sera sans doute également plus courte. Ce qu'on voit aux États-Unis déjà sur le marché du travail, c'est toutes ces entreprises qui ont des difficultés pour recruter. On n'est clairement pas encore en fin de cycle, mais... Un an après la crise. Ouais, un an après la crise, mais on a sans doute déjà passé le milieu de cycle. Alors, milieu de cycle, je parle en termes de PIB, pas forcément en termes de temps. Mais ça va être compliqué d'extrapoler cette reprise, ce rythme pour l'année prochaine, notamment aux États-Unis, les États-Unis qui sont bien en avance sur l'Europe. Sur l'Europe, on a 18 mois de visibilité devant nous. Les États-Unis, on avait 18 mois devant qu'on a nous, consommé. Et on en a déjà consommé. Oui, c'est ça. Et sur l'Europe, la visibilité, ça donne quoi? Enfin, là aussi, la remontée des rendements obligataires, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe à ce stade, parce qu'au sein de la BCE, visiblement, c'est quand même un débat sur l'analyse. L'Italien Panetta nous dit, oulala, ce qui s'est passé quand même depuis le dernier meeting, parce qu'on a vu le 10 ans allemand, à un moment, on le voyait presque positif. Enfin, on l'a vu quasiment à zéro et on n'y est pas allé. Et à ce moment-là, Panetta, il dit, oula, ça, c'est quand même à ce stade de la reprise. C'est un resserrement non souhaité des conditions financières. En langage de banquier central, c'est quand même un petit warning, alors que l'allemand Schnabel nous dit non, pas du tout. C'est la trajectoire, l'optimisme retrouvé, les perspectives macro qui enthousiasment les investisseurs et qui leur permet d'aller prendre du risque ailleurs. Bon, ça fait longtemps qu'on a une dissension entre Allemands et Italiens au sein de la BCE, ça c'est pas nouveau. J'aurais quand même tendance à être plutôt de l'avis de l'allemande pour le coup. Pourquoi? Parce que quand on regarde les indices de conditions financières en zone euro spécifiquement, on est au plus haut depuis 2014. Ça veut dire que les conditions financières sont les plus accommodantes en zone euro depuis 2014. Et dire que cette légère remontée des rendements obligataires et qui se fait en plus uniquement pour l'État allemand. Pour les entreprises, on a un resserrement des spreads de crédit qui fait que finalement, ça touche assez peu les entreprises. Je trouve que c'est aller un petit peu loin. Est-ce que ça veut dire qu'il craint l'Italien que la BCE et l'Europe reproduisent les erreurs des crises précédentes, c'est-à-dire sortir trop vite des politiques de soutien, ne pas en faire assez, pas assez longtemps? Oui, c'est sûr que le risque pour la BCE, c'est de sortir du quantitative easing, de sortir de toutes ces mesures trop tôt, parce que s'ils sortent de ces mesures trop tôt, ça veut dire peut-être avoir la nécessité d'y re-rentrer par la suite. Donc il faut vraiment prendre son temps, surtout en Europe. On n'a pas le même soutien budgétaire en Europe qu'aux États-Unis. Et donc le soutien de la BCE me semble d'autant plus important en Europe que le soutien budgétaire est plus faible. Les prochaines réunions, ce sera les prochains grands rendez-vous pour les investisseurs et pour les marchés. 10 juin pour la Banque Centrale Européenne, 15 et 16 juin pour la Réserve Fédérale Américaine. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir pour Planète Marché. François Collet, DNCA, Adrien Dumas, Mandarine Gestion et Benoît Vesco, Mescart Asset Management étaient nos invités en plateau.